Après une double garde à l'hôpital, elle souhaitait simplement faire le plein et rentrer chez elle, jusqu'à ce que 2 agents encerclent sa voiture. Ce qu'ils ignoraient, c'était que son père faisait partie de la Delta Force. Elle n'avait même pas l'intention de s'arrêter. Tamika Rollins fonctionnait à la caféine, à l'adrénaline et à la détermination d'une mère. 2 quarts de travail consécutifs à l'hôpital du comté de Baldwin lui avaient laissé les pieds endoloris, les yeux secs et son esprit flottant quelque part entre l'épuisement et la survie. Il était presque 23h30. Les jumeaux étaient déjà chez le voisin, et elle avait juste besoin de rentrer dans sa petite maison de West Elm avant minuit. Cependant, le voyant du gaz clignotait en orange. Elle s'était arrêtée dans une ancienne station Shell juste à l'extérieur de Milledgeville, en Géorgie. C'était l'un de ces lieux à moitié éclairés, avec des plafonniers vacillants et une allée de snacks poussiéreuse derrière une épaisse vitre par balles. Sa Toyota Camry argentée s'était approchée de la pompe numéro 4. Elle avait laissé le moteur tourner, ne voulant pas risquer que la voiture tombe à nouveau en panne. Sa blouse était encore froissée depuis son service. Tamika avait saisi sa carte, regardé autour d'elle et expiré. Puis, les phares s'étaient allumés dans son rétroviseur. Un agent du shérif du comté de Baldwin était intervenu rapidement derrière elle. Elle avait plissé les yeux. Une autre voiture s'était garée sur le parking, se garant en biais comme pour la bloquer. 2 agents en étaient sortis, jeunes, peut-être dans la trentaine, les mains déjà posées sur leur ceinture. L'estomac de Tamika s'était retourné, mais elle avait gardé ses mains visibles et n'avait pas bougé. « Madame », avait dit le premier officier en s'approchant avec une lampe de poche. « Puis-je voir votre permis et votre immatriculation ?» Elle avait cligné des yeux. « Y a-t-il un problème, officier ?» Nous avons reçu un appel concernant un véhicule suspect correspondant à cette description. Nous devons nous assurer qu'il n'a pas été volé. Sa voix était restée calme. Je viens de quitter le travail. Je suis infirmière à l'hôpital général du comté de Baldwin. J'ai toujours ma carte d'identité sur moi. Elle avait lentement désigné son badge d'hôpital accroché à son haut. Ses doigts tremblaient. L'agent n'y avait pas prêté attention. Immatriculation et carte d'identité, maintenant. Elle avait attrapé son portefeuille sur le siège passager. Lentement, délibérément, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle avait tout fait correctement, mains bien en vue, voix claire, pas de gestes brusques. Pourtant, il y avait quelque chose dans leur ton, quelque chose de calculé. « Que faites-vous ici ?» avait demandé le 2e agent en contournant le véhicule. « La station-service ferme dans 10 minutes. J'avais besoin d'essence. Mon réservoir est vide. Vous habitez dans le coin ? » « Oui. » Il s'était penché, le regard fixé sur la banquette arrière où se trouvait un siège auto recouvert d'une petite couverture polaire. « Vous avez quelqu'un avec vous ? » « Non, juste moi. » Un silence s'était installé. Puis le premier agent avait dit « Ouvrez le coffre. » Ses sourcils s'étaient haussés. « Excusez-moi ? Ouvrez le coffre. » Elle l'avait fixé du regard. « Pour quelle raison ?» L'officier s'était avancé, la voix plus ferme. « Madame, c'est une demande de routine. Si vous ne vous conformez pas à ces instructions, nous devrons peut-être intervenir. » Tamika avait dégluti. Elle pouvait presque sentir son cœur battre contre ses côtes. Pas ce soir. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. Pas avec ses enfants qui l'attendaient. « J'appelle mon père », avait-elle dit doucement. « Madame, nous vous donnons un ordre légal », avait-il dit en levant lentement une main. « J'appelle mon père tout de suite. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas bruyante, pas provocatrice, juste assurée. Elle leur avait tourné le dos, gardant une main levée, et avait composé le numéro qu'elle connaissait par cœur. Il avait décroché après une sonnerie. « Papa, j'ai besoin que tu viennes à la station Shell près de l'autoroute 22 tout de suite. » Une pause. Puis 3 mots, « Je suis en route », et elle avait raccroché. Les officiers avaient échangé des regards. « C'était quoi ça ?» avait demandé l'un d'eux. Elle n'avait pas répondu. Il n'allait pas apprécier la personne qui allait arriver, mais il n'avait aucune idée à quel point il avait mal jugé. L'air de la nuit était devenu lourd de silence. Tamika était restée immobile, le téléphone dans une main, son cœur dans l'autre. Les officiers n'avaient pas reculé. Au contraire, ils s'étaient rapprochés, comme s'ils l'évaluaient maintenant qu'elle avait eu le courage de passer un appel. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Cela semblait les déranger plus que tout le reste. « Vous ne voulez pas rendre cela plus compliqué que nécessaire », avait dit celui avec la mâchoire carrée, dont la plaque signalétique indiquait Hobson. L'autre, plus silencieux mais observant chacun de ses mouvements, était l'adjoint Fieldé.
Fieldé semblait plus jeune, plus incertain. Mais il ne contredisait pas Hobson, il restait simplement là, laissant les choses se dérouler. « Je suis là, je ne fais rien de mal », avait dit Tamika. « Tu m'as demandé une pièce d'identité. Je te l'ai donnée. Tu m'as demandé où j'habite. Je te l'ai dit. Pourquoi continues-tu à insister ?»« Nous ne vous pressons pas », avait répondu Hobson, la voix tranchante. « Nous faisons notre travail. Votre travail ne consiste pas à traiter les gens comme des criminels sans raison. » Hobson s'était approché encore plus, sa main effleurant son étui. « Je ne saisis pas, je ne dégaine pas, je rappelle juste. Vous avez un problème avec les forces de l'ordre ?» Tamika avait laissé échapper un soupir. « Non, j'ai un problème avec le fait d'être traité comme si j'étais coupable d'exister. » À ce moment-là, il avait souri, un petit tic au coin de la bouche, comme si elle venait de confirmer ce qu'il pensait depuis le début. « Continue à pousser, » avait-il dit. « Et nous devrons vous faire arrêter. Vous flânez. Vous interférez dans une enquête. » « Enquête sur quoi ?» avait-elle demandé, sa voix plus aiguë maintenant. « Je me suis arrêtée pour faire le plein. C'est tout. Personne ne m'a appelé. Vous faites quelque chose à partir de rien. » Fieldé était finalement intervenu, sa voix moins rigide. « Nous avons reçu un rapport vague concernant un véhicule argenté dans cette zone. Cela aurait pu être une confusion. » Tamika s'était tournée vers lui, les yeux plissés. « Alors, laissez-moi bien comprendre. Tu t'es arrêté derrière moi avec du renfort pour un rapport vague. » Il n'avait pas répondu. « Je suis infirmière. Je viens de terminer une mission de 14 heures pour sauver des vies. J'ai 2 enfants à la maison et je suis ici, traité comme si j'avais commis un vol. » Le silence s'était à nouveau installé, lourd et gênant. C'est à ce moment-là que le commis à l'intérieur était sorti. Un jeune homme, peut-être 19 ans, maigre et grand, portant un sweat à capuche orange vif avec des taches de graisse sur les manches. « Salut les agents », avait-il dit en s'efforçant de garder un ton neutre. « Elle est là depuis 2 minutes. Elle ne dérange personne. Les caméras ont tout filmé si besoin. » Hobson lui avait lancé un regard noir. « Reste à l'intérieur, fiston. Ça ne te regarde pas. » Le gamin avait regardé Tamika, puis de nouveau les adjoints. « Ça te regarde un peu. Elle fait juste le plein. Montez. » Il avait reculé en marmonnant. Tamika avait jeté un coup d'œil à la pompe, toujours pas démarrée. Ses mains tremblaient trop pour qu'elle puisse taper son code. Elle s'était tournée vers Hobson. « Je n'ai pas peur de vous, » avait-elle dit. « Vous devriez. » Mais même en disant cela, quelque chose dans son immobilité semblait le mettre mal à l'aise. Au loin, des pneus crissaient sur le gravier. Un véhicule avait quitté l'autoroute et s'était introduit discrètement sur le parking. Un SUV noir, vitres teintées foncées. Il s'était arrêté à côté de sa voiture comme s'il avait le droit d'y être, ce qui était le cas. La portière conducteur ouverte, un homme d'environ 1,90 m, de constitution solide, gris pierre, cheveux coupés courts, yeux perçants, peau foncée et patinée était apparu. Il se déplaçait comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de s'annoncer, qui n'avait pas besoin de demander la permission. « Tamika » avait-il dit. « Papa » souffla-t-elle, et ses épaules s'étaient affaissées d'1 pouce, non pas détendues, juste raides. Le colonel Darius Rollins ne regarda pas immédiatement les officiers. Il observa sa fille, examina son visage, sa posture, ses mains. Puis il tourna lentement la tête vers Hobson et Fieldé. « Un problème, messieurs ?» demanda-t-il. Mais aucun d'eux ne semblait prêt à répondre. Le colonel Darius Rollins n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il y avait quelque chose en lui. Sa façon de se tenir, la manière dont ses yeux se fixaient sur ceux de Hobson, sans cligner des yeux modifiait l'atmosphère du parking. C'était le genre de présence qu'on n'apprend pas en classe ou en patrouille. Elle venait d'années passées à commander des soldats dans des endroits que l'homme moyen ne pouvait même pas prononcer, des lieux où une erreur signifiait que quelqu'un ne rentrait pas. Il s'interposa entre sa fille et les officiers comme si c'était une seconde nature. Hobson ajusta sa posture. « Monsieur, c'est une affaire de police. Nous menons une enquête. » Darius pencha la tête. « Une enquête ?» répéta-t-il d'une voix semblable à celle d'un infirmier en tenue d'hôpital à une pompe à essence. « Vous avez des images de ça avec une caméra embarquée ?» Fieldé remua, mal à l'aise. Hobson se raidit. « Nous avons suivi le protocole. Nous avons reçu un rapport. » Darius l'interrompit d'une voix basse, mais indéniablement ferme. « Votre plaque d'immatriculation correspond. Une marque? Un modèle? Quelque chose de plus qu'une femme noire dans une voiture argentée ?» Silence. Il n'attendit pas de réponse. « Laisse-moi te dire ce que je vois, »
continua Darius, marchant maintenant légèrement, les mains derrière le dos. Une femme seule, fatiguée, toujours en uniforme après avoir sauvé des vies. Et je vois deux hommes utiliser le poids de leur badge pour brutaliser quelqu'un qui n'a absolument rien fait. Hobson fit un pas en avant. Je n'apprécie pas. Tu n'as pas besoin d'apprécier quoi que ce soit, dit Darius, les yeux rivés au but. Tu dois bien réfléchir à l'endroit où tu es et à qui tu parles. Pendant une seconde, Hobson sembla sur le point de riposter. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Quelque chose dans le ton de Darius, cette certitude calme, résonna comme un avertissement. L'employé de la station-service était revenu dehors, téléphone à la main, filmant. Un couple dans un pick-up de l'autre côté du parking regardait aussi. La vitre était à moitié baissée. Même la brise nocturne semblait s'être calmée. Tamika bougea enfin. Elle attrapa le pistolet à essence et commença à pomper. Personne ne l'arrêta cette fois. Darius regarda Fielde. « Tu es le renfort. » Fielde hocha brièvement la tête. « Oui, monsieur. »« Tu as des enfants ?»« Oui, monsieur. 2 garçons. Tu voudrais que quelqu'un fasse ça à sa mère ?» Fielde ne répondit pas. « Je ne le pensais pas. » Darius se tourna de nouveau vers Hobson, le fixant cette fois plus longtemps. « Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas ? Je me fiche de qui tu es. » Hobson craqua, essayant de reprendre le contrôle. Mauvais mouvement. Darius fit un pas en avant, lentement et délibérément. Colonel Darius Rollins, 32 ans, armée américaine, dont 10 ans au sein du premier détachement opérationnel des forces spéciales, Delta. Les gens ne me disent pas non. Ils disent « Monsieur », la mâchoire de Hobson se serra, mais sa main tomba de sa ceinture. « Et maintenant, monsieur », ajouta Darius. « Tu vas laisser ma fille finir de faire le plein, puis tu vas partir. Tu ne vas pas la suivre. Tu ne vas pas la harceler. Tu ne vas pas porter plainte pour justifier ton ego. » Il marqua une pause. « Parce que si tu le fais, un coup de fil suffit et ton badge, ta retraite et le peu de pouvoir que tu penses détenir disparaissent avant le petit déjeuner. » Fielde recula d'un pas. Hobson s'immobilisa. Tamika termina le remplissage de la pompe, remit le pistolet et referma le réservoir. Elle regarda son père. « On est bon ?» Il ne quitta pas les policiers des yeux. « On est bon. » Elle se dirigea lentement vers le siège conducteur, ouvrit la portière et monta. Le moteur tournait encore. Darius ne bougea pas avant d'être à l'intérieur. Puis, comme pour chasser définitivement une nuisance, il se détourna de Hobson et se dirigea vers son SUV. Mais la suite allait suivre les policiers bien au-delà du parking. Le SUV n'avait même pas quitté le parking que le caissier de la station-service était ressorti à nouveau, cette fois en agitant son téléphone. « J'ai tout compris, » dit-il, dès le moment où elle s'est arrêtée. Fielde cligna des yeux. « Que veux-tu dire ? Caméra de sécurité et mon téléphone. J'ai vu ce qui s'est passé. » Il regarda Hobson maintenant, et la peur avait disparu de son visage. « Tu es venu vers elle pour rien. » Hobson essaya de reprendre le contrôle. « Vous interférez avec l'application de la loi ? » « Non, » dit le gamin, « je veux juste que les gens soient honnêtes. » À l'intérieur du magasin, le vieil homme qui tenait le comptoir la plupart des soirs, Monsieur Burton, comme les gens l'appelaient, était déjà en train de visionner les images de sécurité. Les caméras couvraient les pompes, le trottoir et même un angle descend vers le SUV de l'officier. Quand il vit Tamika immobile, interrogée sans raison, le vieil homme murmura dans sa barbe « Ça ne va pas bien se présenter ». Darius n'était pas allé bien loin. Il s'était garé de l'autre côté de la rue, observant derrière une vitre teintée. « Je ne le traque pas, je reste juste assez près au cas où ils essaieraient quelque chose après son départ. » Ses années dans l'armée lui avaient appris à ne jamais supposer que le travail était terminé simplement parce que le ton avait changé. Les gens aimaient attendre jusqu'à ce qu'ils pensent que personne ne les regarde. À l'intérieur du magasin, Monsieur Burton prit son téléphone. « Mère Klein, » dit-il. « Vous allez vouloir voir quelque chose. » De retour dans la Camry, Tamika n'avait pas encore parlé. Ses mains agrippaient le volant, même si la voiture était garée. Darius traversa la route, cette fois plus lentement, en frappant doucement à sa fenêtre. Elle la fit rouler. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je vais bien », répondit-elle d'une voix neutre. « Juste en colère », dit-il en appuyant son bras sur le toit. « Tu t'es mieux comporté que la plupart. » « Il me regarde toujours comme si je mentais », dit-elle en se tournant finalement vers lui, comme si être noire et fatiguée en public était une sorte de menace. Il la regarda pendant un long moment. Puis il dit « Tu ne t'es pas couché. Tu n'as pas pleuré. Tu es resté debout, mais je n'aurais pas dû le faire.
Non, acquiesça-t-il. Tu ne devrais pas. Elle le regarda. Tu as toujours été comme ça? Calme, je veux dire. Il sourit légèrement. Pas toujours. Mais j'ai appris que l'homme le plus bruyant dans la pièce a généralement le moins de pouvoir. Le silence peut être sa propre arme, acquiesça-t-elle lentement. Je dois être plus comme ça. Il secoua la tête. Non, tu dois être toi-même. Mais tu n'es pas obligé de mener chaque guerre seul. À ce moment-là, une autre voiture est arrivée sur le parking. Une élégante berline noire avec des vitres teintées et des plaques d'immatriculation de la ville. Un homme en costume bleu marine en est sorti, un presse-papier à la main, et s'est dirigé rapidement vers M. Burton à l'intérieur du magasin. Le maire Clive Klein, réélu à 2 reprises, avait observé que dans cette petite ville, les scandales étaient limités, mais il savait ce qui se passait lorsque des officiers faisaient la une des journaux pour de mauvaises raisons. Il avait visionné les images à 2 reprises avant de demander au greffier de les envoyer par email au serveur de la ville, sans dire un mot, juste en hochant la tête fermement. Dehors, Fielder était remonté dans sa voiture de patrouille, tandis que Hobson, se mâchant la joue, le suivait. Darius recula alors que Tamika commençait à s'éloigner. « Tu rentres à la maison ?» demanda-t-il. « Ouais, je te suivrai. » Elle n'a pas discuté. Ils sont partis, l'un derrière l'autre, lentement, calmement, mais ce n'était pas fini. Le lendemain matin, dans le bureau du maire, 3 noms figuraient sur son bureau, 2 adjoints et un employé de station-service. L'un avait une plainte, l'autre un historique de dépassement de limite, et le dernier un téléphone rempli de reçus. Mais avant la fin de la journée, la nouvelle s'était répandue. Cette fois-ci, les choses ne seraient pas balayées sous le tapis. À 9h du matin, le comté de Baldwin était en émoi, et pas dans le bon sens. Les téléphones sonnaient, les emails affluaient. Un clip de la station-service avait déjà circulé sur les groupes Facebook locaux. D'une durée de seulement 2 minutes, tremblant et filmé depuis le téléphone de Clark, il était suffisamment clair pour montrer une infirmière fatiguée en tenue d'hôpital, 2 officiers la pressant sans raison, puis le SUV noir, et enfin l'homme qui avait tout changé avec rien de plus qu'une voix et un regard. À midi, le bureau du shérif du comté a publié une courte déclaration. L'incident survenu à la station Shell faisait l'objet d'une enquête interne. Les 2 adjoints impliqués avaient été placés en congé administratif temporaire en attendant les résultats de l'enquête. Mais la ville parlait déjà. Au Bishop's dîner, Miss Linda essuyait le comptoir lorsqu'elle a entendu la nouvelle. Tamika Rollins. C'est la fille de Shirley, n'est-ce pas? Il a toujours été poli, celui-là. À l'hôpital général du comté de Baldwin, Tamika avait pointé comme d'habitude. Certains de ses collègues lui avaient lancé un regard plus long que d'habitude. Une infirmière s'était penchée et avait murmuré « J'ai vu la vidéo. Vous avez géré ça comme une chef. » Tamika hocha simplement la tête et continua d'avancer. Il y avait des patients à aider, des perfusions à vérifier. Pas le temps de digérer la tempête dont elle venait de sortir. Pendant ce temps, Darius Rollins ne restait pas les bras croisés. Il n'était pas du genre à faire des histoires en public, mais il savait comment passer des appels discrets par les bons canaux. Des généraux, d'anciens colonels, des contacts à Washington, des gens qui ne lui avaient pas demandé comment il allait, mais qui voulaient savoir à qui il fallait parler. Pourtant, quelque chose le dérangeait plus que ce qui s'était passé à la station-service. C'était ce que Tamika n'avait pas dit. Le calme qu'elle affichait était comme une armure. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de fatigue. Il se souvenait de l'époque où elle était petite, se tenant sur le porche en attendant son retour de déploiement. De minuscules tresses rebondissaient alors qu'elle courait vers lui. Elle ne lui avait jamais demandé ce qu'il faisait à l'étranger, ni remis en question le temps qu'il avait perdu. Elle l'avait simplement serré dans ses bras, comme s'il mesurait encore 3 mètres. Et maintenant, c'était elle qui se tenait debout, seule, sur un parking, sous pression, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Plus tard dans la soirée, il s'était rendu chez elle. Elle vivait dans une modeste maison d'1 étage, près du lac Saint-Clair. Rien d'extraordinaire, mais propre et sûr. Les jumeaux étaient sur le sol du salon, en train de construire une forteresse en Lego. Tamika était dans la cuisine, remuant une marmite de soupe au poulet. « Ça sent bon », a dit Darius en entrant. Elle avait souri. « Tu as déjà mangé ? Fais toujours de la place pour le vôtre. » Ils étaient assis à la petite table de la cuisine, de la vapeur s'élevant entre eux. Pas de mots pendant un moment. Puis Tika a demandé « Tu penses qu'ils vont vraiment faire quelque chose cette fois-ci » Darius a penché la tête. Ils ont déjà commencé. Cette vidéo a fait le tour du monde. Tu n'es plus seulement une infirmière. Tu es devenue un visage dans une histoire qui ne disparaît pas tranquillement. Je ne veux pas être un visage, a-t-elle dit. Je veux juste élever mes enfants et ne pas être suivie dans les stations-service.
Je sais, mais parfois les histoires nous trouvent, que nous le voulions ou non. Elle remuait lentement sa soupe. Je n'arrêtais pas de penser, et si les garçons étaient avec moi? Darius s'est penché en avant. Ils auraient alors vu comment une femme forte gère la pression et comment un père la soutient. Elle ne dit rien après cela, elle prit simplement sa main, la serra une fois, puis la relâcha. De l'autre côté de la ville, au bureau du shérif, Fieldé était assis dans une salle de réunion, calme, regardant à nouveau la vidéo sur un ordinateur portable de la ville. Hobson était assis en face de lui, le visage rouge, les bras croisés. L'officier des affaires internes prenait des notes en silence. En arrière-plan, quelqu'un avait mentionné que le maire avait contacté le bureau du procureur général de l'État. Les choses bougeaient maintenant, rapidement, mais le plus grand changement se produisait dans le cœur de ceux qui avaient vu la vidéo et réalisé que le silence n'était plus une option. Le 3e jour, ce n'était plus seulement local. Les médias régionaux avaient repris l'histoire. Le titre était court et direct, une infirmière de l'hôpital interrogée sans motif. La présence du père transforme toute la rencontre. Des photos de Tamika en tenue médicale, encadrées à côté d'une image de son père à la station-service, avaient circulé en ligne. Des camionnettes de presse s'étaient présentées devant le Baldwin County General. Un journaliste avait tenté de l'approcher sur le parking. Elle n'avait pas parlé, elle était juste entrée et avait pointé. Tamika n'essayait pas d'être célèbre. Elle ne cherchait pas d'éloges. Elle voulait que ses garçons grandissent en sécurité. Elle voulait continuer à faire son travail, à aider les personnes qui arrivaient aux urgences, effrayées et souffrantes. Mais pour la première fois depuis des années, les gens l'appelaient pour autre chose que la chambre d'un patient. À la maison, sa boîte mail était remplie de messages d'inconnus, d'infirmières d'autres États, de mères célibataires, de familles de militaires, de jeunes femmes qui disaient « Je t'ai vu. Je suis passée par là aussi. » C'était bouleversant. Elle en avait imprimé un et l'avait collé sur le réfrigérateur. Un seul. Tu as tenu bon, et cela m'a rappelé de ne pas reculer face au mal. Pendant ce temps, le shérif Brunet, qui était resté silencieux pendant toute la tempête, avait finalement fait une déclaration publique. Il n'avait pas esquivé. Il n'avait pas dévié. Lors d'une réunion publique, il s'était présenté devant une salle comble au Milledgeville Civic Center et avait déclaré « Ce service a laissé tomber quelqu'un. Nous prenons des mesures pour que cela ne se reproduise plus. » Il avait regardé le public pendant un long moment, puis avait ajouté « Et à Mademoiselle Rollins et à sa famille, je m'excuse. » Darius n'avait pas applaudi. Il n'avait pas hoché la tête, mais il avait observé depuis le fond de la salle, les bras croisés, non pas avec suspicion, mais avec une compréhension mesurée. Il savait que la véritable responsabilité ne se résumait pas à des discours. Il s'agissait de passer à l'action. Et à l'honneur du shérif Brunet, les choses avaient commencé à changer. Une formation obligatoire sur l'utilisation de caméras corporelles avait été mise en place. Les agents étaient tenus de suivre des séances de désescalade, non pas une fois, mais tous les trimestres. Hobson avait été suspendu sans salaire pendant que l'enquête se poursuivait. Fieldé s'était volontairement retiré, demandant une réaffectation à la sensibilisation communautaire. Mais rien de tout cela n'avait inversé ce qui s'était passé. Ce samedi-là, Darius avait emmené les jumeaux pêcher près de Cars Station Road, avec de vieilles cannes à pêche, un panier repas et un lac calme. Les garçons riaient, posaient des questions et essayaient de manger des biscuits en cachette avant le déjeuner. Ils n'avaient pas parlé de la station-service, n'avaient pas mentionné les nouvelles. Ils les regardaient simplement, écoutaient leurs rires, protégeaient leur paix. De retour chez Tamika, elle s'était assise sur les marches du porche en regardant le coucher de soleil, seule. Un voisin s'était approché en portant une assiette de pain aux bananes. « Je voulais juste dire », hésita la femme, puis elle lui tendit l'assiette. « Ce que tu as fait, ce que tu as traversé, c'était mal. »« Je suis désolée », répondit Tamika, surprise. « Merci. » La femme ne resta pas longtemps, se retourna simplement et fit un signe de la main. Des moments comme cela, petits, calmes et honnêtes, signifiaient plus que n'importe quel titre. Plus tard dans la soirée, Darius s'était assis à nouveau en face de Tamika, une douce station de jazz jouant en arrière-plan. « Tu sais, dit-il, ce qui s'est passé pourrait disparaître dans les nouvelles, mais ces garçons s'en souviendront. » Tika le regarda, fatigué mais stable. « Ouais, c'était ce qui me faisait peur. »« Ne le laisse pas faire, dit-il. Laisse-le les façonner. Non pas vers des gens qui ont peur du monde, mais vers des gens qui y vivent sans broncher. » Elle ne parla pas tout de suite, pencha simplement la tête en arrière et laissa le silence les envelopper. Parce que ce n'était pas une question de devenir viral. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de punition.
Il s'agissait de dire la vérité sans crier, de tenir bon quand personne ne vous soutient, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse enfin. Mais avant que l'histoire ne se termine, Tamika avait encore une chose à dire. Le dimanche est arrivé calmement. Pas d'appel, pas de journaliste, pas de nouvelles images en circulation, juste le silence. Tamika se tenait devant l'évier de sa cuisine, en train de laver une seule tasse à café. De l'autre côté de la fenêtre, ses fils jouaient dans la cour, riant tandis qu'ils sautaient à tour de rôle d'une souche d'arbre, faisant semblant qu'il s'agissait d'une rampe de lancement de vaisseau spatial. Rien de dramatique, juste le genre de moment qu'elle s'était battue pour protéger chaque jour. Darius était assis sur le porche en train de polir une vieille paire de bottes qui semblait avoir vu des déserts, des forêts, peut-être plus. Il ne disait pas grand-chose. Il ne l'avait jamais fait quand les choses étaient enfin calmes. Tamika s'était séché les mains et était sortie. « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je n'ai jamais rejoint l'armée ?» demanda-t-elle, appuyée contre la balustrade du porche à côté de lui. Il leva les yeux, curieux. « Je pensais que tu ne le voulais tout simplement pas. »« Je ne l'ai pas fait, » dit-elle. « Mais pas parce que j'en avais peur. J'avais vu le genre d'homme que cela faisait de toi, fort, respecté, toujours attentif à chaque angle d'une pièce. Il avait attendu. Mais je voulais être le genre de personne forte qui guérit, qui regarde quelqu'un dans les yeux et lui dit que ça va faire mal. Mais ils y survivront. C'est pourquoi j'ai choisi les soins infirmiers. » Darius hocha lentement la tête. « Tu as choisi un champ de bataille différent. » « Je ne m'attendais pas à ce que le combat me suive jusqu'à une station-service, » soupira-t-elle. « Je déteste que les garçons voient ce monde tel qu'il est. »« Ils le feront, » dit-il. « Mais ils verront aussi comment leur mère s'est tenue debout. Comment elle n'a jamais craqué, ne s'est jamais excusée d'exister. » Tamika regarda à nouveau ses garçons. « Je veux juste qu'ils grandissent en sachant qu'il est normal de demander de l'aide, que ce n'est pas une faiblesse, que la force ne signifie pas le silence. » Darius hocha de nouveau la tête. C'est une leçon que même les hommes adultes oublient. Le porche craqua légèrement lorsqu'elle déplaça son poids. Mais vous savez ce qui m'a vraiment marqué? Qu'est-ce que c'est? Quand je t'ai appelé. Tu n'as pas demandé ce qui s'était passé. Tu as juste dit que tu venais. Il la regarda, les yeux fixés sur elle. C'est tout ce que tu avais besoin d'entendre. Tamika sourit. Ouais, c'était le cas. Plus tard dans la soirée, elle s'était assise à sa table de cuisine après avoir mis les garçons au lit, un bloc-notes devant elle et un stylo à la main. Elle n'était pas vraiment une écrivaine, mais ce soir-là, elle avait quelque chose à dire. Elle écrivit, aux femmes fatiguées mais toujours debout. Aux hommes qui ont trop porté sans se plaindre. Aux parents qui enseignent la force sans colère. Aux filles qui retiennent leur souffle chaque fois qu'elles voient des gyrophares dans le rétroviseur. Je vous vois. Il n'est pas toujours nécessaire de crier pour se faire entendre. Parfois, le simple fait de rester immobile et stable suffit. Et si personne n'est encore venu vous chercher, appelez-les. Les bonnes personnes se présentent, même si elles arrivent discrètement. Elle plia le mot et le colla sur le réfrigérateur sous le même aimant qui contenait le message de l'inconnu. Deux voix d'une même voix. Le lundi, l'actualité avait déjà évolué. Mais dans le comté de Baldwin, l'histoire resta gravée dans les mémoires. Non pas comme un scandale, mais comme un tournant. Le greffier conserva son poste, le shérif tint parole, et le nom Rollins signifiait quelque chose de plus. Tamika ne cherchait plus à attirer l'attention. Elle voulait juste la justice. Elle n'exigeait pas que le monde change en un jour. Elle exigeait que cela commence par une nuit, une femme, une vérité. Et c'est ce qui s'était passé. Parce que le vrai changement ne s'annonce pas toujours. Parfois, il arrive sur un parking poussiéreux, au volant d'un SUV noir, avec une voix qui dit « Je suis là ». Alors si cette histoire vous a ému, même un peu, partagez-la. Parlez-en. Souvenez-vous-en. Parce que quelqu'un d'autre pourrait se tenir à la pompe numéro 4 en ce moment, se demandant s'il est seul. Et votre voix pourrait être celle qui fera la différence. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui comptent. Des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes pas invisibles. Nous sommes vus. Nous sommes forts et nous sommes toujours debout.